L'information de 23h sur RTI. Madame, monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Un champion en or au palais présidentiel ce vendredi. Cissé Cheikh Salah, champion du monde de taekwondo, a été reçu par le vice-président de la République, à qui il a présenté sa nouvelle médaille d'or obtenue le 4 juin dernier au championnat du monde de la discipline en Azerbaïdjan. Le sommet sur le nouveau pacte financier mondial s'achève à Paris après des échanges pour une réforme du système financier international. La Côte d'Ivoire repart après avoir apporté sa contribution pour la mobilisation de plus de ressources auprès du FMI et de la Banque mondiale pour mieux lutter contre la pauvreté et investir dans la transition verte. Et on parle aussi du Mali où le oui l'emporte à 97% après le vote tenu le 18 juin dernier sur le projet de la nouvelle constitution voulue par les autorités maliennes de transition. Le taux de participation est estimé à 39,40%. Bienvenue à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire 2023, année de la jeunesse ivoirienne, et les jeunes ivoiriens se hissent au sommet de leur art. Cissé Cheikh Salah, champion du monde de taekwondo, il est reçu par le vice-président de la République ce vendredi. Tiemoko Mendiekone lui a exprimé toute sa fierté pour cette nouvelle prouesse à fort impact pour la Côte d'Ivoire. Une audience autour d'une médaille d'or rapportée par Jérôme Kofi Abola. Médaillé d'or au championnat mondial de taekwondo en Azerbaïdjan, l'Ivoirien Cissé Cheikh Salah est reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le champion du monde y est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Mendiekone, à qui il est venu présenter sa médaille. Je suis vraiment fier. Fier pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire, au nom du président de la République, nous a envoyé en mission. Et nous venons de Bakou au championnat du monde et nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans la mesure où je fais champion du monde. Et aujourd'hui, j'ai été reçu par le vice-président. C'est un énorme plaisir de travailler et d'avoir une telle reconnaissance de son pays. Et ça encourage dans le sens où nous sommes dans une année de la jeunesse, une année instaurée par le président de la République, et que ça montre aussi que quand on travaille, quand on se met au travail, quand on persévère dans le travail, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. Donc j'étais aujourd'hui ici pour présenter ma médaille au vice-président de la République et on est sorti très enrichi des conseils de cette audience-là. Plusieurs prix à son actif, comme par exemple le titre de champion olympique en 2016 à Rio, avant d'être sacré aujourd'hui champion du monde de taekwondo. Pour Cissé Cheikh Salah, ce succès constitue la consécration d'un rêve. À présent, une soirée américaine aux couleurs abidjanaises. C'était la commémoration du 247e anniversaire d'indépendance des États-Unis ici en Côte d'Ivoire. Une célébration qui a fait l'apologie des 62 ans de collaboration entre notre pays et les États-Unis, en présence du vice-président de la République et de certains membres du gouvernement, nous dit Moussa Konaté. 247e anniversaire des États-Unis. L'événement est célébré en Côte d'Ivoire à la résidence de l'ambassadeur en présence du vice-président de la République, Tiemoko Mendiekone, et plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions. Une cérémonie commémorative placée sous le sceau de la jeunesse innovante. Nous célébrons ensemble la jeunesse qui représente notre avenir à tous, d'où le choix du thème de cette soirée, jeunesse innovante. Et nous sommes en phase avec le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, en déclarant 2023 année de la jeunesse, nous encourage à un développement dynamique pour un soutien aux jeunes, un soutien pour l'avenir. Les jeunes sont l'avenir. Les jeunes sont le moteur d'innovation. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité transmet les salutations fraternelles du chef de l'État au peuple américain, tout en relevant l'excellence des relations entre les deux nations. Les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier. J'en veux pour preuve toutes les actions qui ont été menées dans ce cadre récemment. Ce sont, entre autres,
la signature de l'accord Compact Development Fund en janvier 2023, la prorogation du contrat du Millennium Challenge Corporation en Côte d'Ivoire, assorti d'un montant supplémentaire de 12 millions de dollars US, le renforcement de notre dispositif sécuritaire national et sous-régional, à travers notamment le développement de la police de proximité, l'appui multiforme à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. S'agissant de l'AGOA, le gouvernement ivoirien se félicite de cette initiative et encourage son extension à plus de produits ivoiriens en vue d'atteindre les objectifs d'un montant de 3,5 milliards de dollars US à l'horizon 2025, tel que fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Dans le domaine de la santé, le soutien de votre pays à travers le PEPFAR est remarquable. Jessica Davis-Ba a été nommée ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire le 8 juin 2022 par le président américain Joe Biden. Elle a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara en mars dernier. Le sommet sur le nouveau pacte financier mondial s'est achevé ce vendredi à Paris. Le Premier ministre Patrick Achi a porté la contribution de la Côte d'Ivoire à la réflexion pour cette nouvelle architecture financière mondiale pour mobiliser plus de ressources auprès du FMI ou encore de la Banque mondiale pour mieux lutter contre la pauvreté ou encore investir dans la transition verte. Alexis Ouedraogo et Ulrich Adongon sont nos envoyés spéciaux à Paris. Any comment for the press? Ce vendredi, au Palais Brongniart de Paris, fin des travaux du sommet sur le nouveau pacte financier mondial. La Côte d'Ivoire part satisfaite. Nous ferons un compte-rendu précis à son excellence le président de la République qui nous a demandé effectivement de passer des messages qui ont été entendus et nous avons tout lieu de croire que dans les mois et les années à venir, les résultats et l'impact, non seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, mais sur l'ensemble du continent africain et des pays en développement. 48 heures durant, il s'est agi de repenser l'architecture financière en faveur surtout des pays en développement, en proie aux divers maux de ces dernières années. On a connu au cours des dernières années, bien sûr, le choc du Covid. Aujourd'hui, nous avons le choc de la guerre en Ukraine. Et il est évident que dans un monde qui est en perpétuel changement, d'autres défis existent, dont en ce qui nous concerne, le défi du développement, le défi de la lutte contre la pauvreté, pour lequel des ressources extrêmement importantes sont nécessaires, ressources publiques, bien sûr, d'aide au développement à des conditions concessionnelles, mais également des ressources privées beaucoup plus importantes à investir pour permettre la création de richesse, en particulier la génération de revenus pour nos jeunes qui ont besoin de mener une vie décente et digne. Alors que la Banque mondiale annonce de nouveaux instruments dans l'aide internationale, dont la possibilité d'offrir une pause dans le remboursement des dettes pour les pays en développement en cas de catastrophe, le sommet lui se solde par un accord de restructuration de la dette de la Zambie et le Sénégal lui repart avec la conclusion d'un accord pour sa transition énergétique. Et nous parlons à présent de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur les plans diplomatiques, politiques et économiques. Les relations sont bonnes, parfaites. Et sur le point économique, les échanges commerciaux enregistrent une nette progression de 35%, plus de 300 milliards de francs CFA, selon l'analyse de Didier Nguessan que je vous invite à suivre. En séjour au Ghana, vous recevrez ce message de votre opérateur de téléphonie mobile offrant gratuitement les réceptions d'appels dans l'espace C2AO. De même, l'émission d'appels est à un coût réduit. Une facilité de communication entre le Ghana et la Côte d'Ivoire rendue effective grâce au roaming pour lequel les régulateurs des deux pays et le ministère de tutelle ont lancé officiellement les services le 14 juin dernier à Abidjan. C'est l'un des aspects du renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les télécommunications, mais aussi la cacao-culture. Les deux pays représentent plus de 60% de la production mondiale de l'or brun. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana
ont mis en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana pour faire bloc et exiger le paiement aux industriels d'un différentiel de revenus décent de $400 par tonne de cacao. L'objectif est de mieux rémunérer les producteurs de cacao. Par ailleurs, les administrations douanières ivoiriennes et ghanéennes travaillent à la mise en place d'un système interconnecté de gestion des marchandises en transit sur les corridors pour faciliter les opérations de transit et les échanges commerciaux. En 2016, les échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient estimés à plus de 562 millions de dollars, soit 337,2 milliards de francs CFA. Ils sont en progression de 35% depuis 2012. Dans le litige maritime sur une zone pétrolière à la frontière des deux pays, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2017 à respecter la décision du Tribunal international du droit de la mer en faveur du Ghana. Sur le plan politique, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. En octobre 2016, le président de la République Alassane Ouattara a rendu une visite d'amitié et de travail à son homologue ghanéen. Plusieurs accords de partenariat stratégique ont été signés dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie cacaoyère, des questions maritimes et des politiques économiques, entre autres. Des accords qui ont été renforcés en mai 2017 lors de la visite d'amitié et de travail du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, en Côte d'Ivoire. En définitive, les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont raffermies notamment sur les plans économiques et politiques. Et un autre point avec la collaboration internationale, cette fois l'ambassade du Japon qui fait le suivi de ses actions dans le cadre de sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Ce pays a accompagné le projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile. La part japonaise a consisté en apport d'équipements, d'intervention et également en la formation de pompiers civils. Après 5 ans, vient le bilan, Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Katsuya Ikate, en visite à l'Office national de la protection civile, ONPC. En 2018, la structure a bénéficié de matériel d'intervention et de formation. Une initiative financée par le Japon et le PNUD. 5 ans après, le diplomate nippon et le représentant du PNUD se rendent dans les locaux de l'ONPC pour faire l'état des lieux. Le Japon est un pays très vulnérable aux catastrophes naturelles et désastres comme tremblements de terre, éruptions volcaniques, typhons, intempéries. Je me réjouis de voir la valorisation de notre expérience japonaise pour faire face à ces menaces et dangers naturels qui pèsent sur la population. Le Japon a renforcé les capacités opérationnelles des 5 centres de secours à travers un projet qui a pris fin en 2021. Et en raison du devoir de redevabilité, nous avions invité le Japon et le PNUD, qui étaient les acteurs, à venir voir avec nous dans quel état se trouvent les infrastructures, dans quel état se trouvent les appuis qui nous ont apportés dans le cadre du renforcement des capacités de ces 5 centres de secours. Le soutien à l'ONPC rentre dans le cadre du projet de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire. Le projet de renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la protection civile Japon-PNUD a ciblé les centres de secours d'urgence du Lodjibois, de l'Agnébitiassa, du Cavali, du Worodougou et de la Bagoué. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, un protocole d'accord est signé avec la COICA, l'agence de coopération coréenne. La Corée renforce ainsi le système universitaire ivoirien à travers les TIC, un partenariat de 5 ans pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de l'enseignement supérieur dans le domaine des TIC et l'amélioration de l'environnement de la formation digitale de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un projet qui dispose d'un capital d'environ 6 milliards de francs CFA, selon ce reportage de Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji. Signature et échange de parapheurs
entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Corée à travers l'Agence internationale de coopération Côte d'Ivoire, la COICA. Cette convention officialise le projet de renforcement de capacité de l'enseignement supérieur dans le domaine des TIC et l'amélioration de l'environnement de la formation digitale de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais ce projet qu'aujourd'hui les deux parties ont signé est d'autant plus significatif parce que la Corée a réussi à réaliser sa croissance économique en développant les ressources humaines. Donc j'aimerais que ce projet contribue au renforcement et au développement du capital humain en Côte d'Ivoire. Soumis par l'université Félix Houphouët-Boigny, ce projet d'environ 6 milliards de francs CFA sous forme de dons va durer 5 ans. Il permettra de créer un centre dédié à l'incubation, à la technologie et à la formation mobile des ressources humaines. Ce projet a 3 composantes majeures dans sa mise en œuvre. Une première composante qui porte sur le renforcement des capacités d'enseignement et de recherche-développement en matière de TIC. Et une deuxième composante qui porte sur la mise en place d'un réseau local de très haut débit et d'un centre de données, un data center. Et une troisième composante qui porte sur la réalisation d'un centre d'innovation en TIC qui est tourné vers la mise en œuvre disons, des résultats de la recherche en matière de TIC. Nous sommes de plein pied non seulement dans la formation de ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays, mais également dans la mise en place d'un système de recherche qui répond de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à la Côte d'Ivoire. Modèle de développement, la Corée veut accompagner la Côte d'Ivoire à travers ce projet. Il prévoit la fourniture d'équipements, de logiciels et constitue le pilier du plan national de développement 2021-2023. Et à présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mercredi 28 juin 2023, jour de la fête de la Tabaski, Aïd el-Kébir est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Tabaski est déclaré jour férié, chômé et payé. Nous poursuivons avec la journée internationale de la fonction publique célébrée ce 23 juin, alors que s'achève dans le même temps la 3e édition des journées de la fonction publique. Pour plus de compétences, de ressources financières et humaines de qualité, la culture de valeurs éthiques et morales dans la fonction publique ivoirienne. Cette journée fut l'occasion de promouvoir le mérite avec la distinction de plus de 300 fonctionnaires et agents de l'État et des membres du gouvernement ivoirien. Grâce Kando. La journée mondiale de la fonction publique célébrée ce vendredi 23 juin. En Côte d'Ivoire, elle est marquée par la cérémonie de clôture des journées de la fonction publique dont les activités ont démarré depuis le 27 mai pour cette 3e édition des innovations. L'organisation d'un tournoi de Maracana interministère doté du trophée de M. le Premier ministre Patrick Hachi. Une autre innovation, l'organisation des journées de la fonction publique, notamment dans 3 régions, d'Anyébi-Tiassa, du Haut-Sassandra et du Béké. Ces fonctionnaires de ces régions ont pu effectivement, pour la première fois, expérimenter l'organisation des journées de la fonction publique sous la haute autorité des préfets. Des journées mises à profit par les fonctionnaires et agents de l'État à travers des partages d'expériences. Il s'agit désormais d'une exigence pour notre administration publique de s'adapter aux nouvelles réalités et de se réinventer pour répondre de manière efficace et efficiente aux besoins des citoyens. Je nous engage à nous investir dans le renforcement des capacités de nos fonctionnaires, à favoriser l'adoption des nouvelles technologies, à encourager l'innovation. Autre temps fort de la célébration, la distinction de 4 ministres du gouvernement, Kobenan Kwasi Adjoumani, Vagondo Diomandé,
Paulin Claude Danho et Amadou Koulibaly. Tous ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Merci à Madame la ministre pour le travail remarquable qu'elle fait au sein du ministère qu'elle dirige. Merci à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes ensemble pour mener le combat du développement et faire en sorte que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire puissent disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Fonctionnaires et transformation du service public, c'est le thème de cette édition 2023, thème sur lequel s'est prononcé le ministre Wagondo Diomandé, représentant le Premier ministre Patrick Achi. Un changement drastique, total de nos méthodes de travail et de nos manières d'exécuter le service public s'impose. Il nous faudra désormais rassurer la population, renforcer la confiance des bailleurs et partenaires techniques et financiers et faire face aux défis contemporains des mutations sociales de notre époque. De nombreux fonctionnaires récompensés à travers une tombola, dont le plus gros lot, une villa remportée par un retraité du ministère des Eaux et Forêts. Et ce 23 juin est aussi une journée internationale pour militer pour la cause des veuves. Dans la commune d'Atekoubé, une cérémonie spéciale a été présidée par le maire de la commune, Claude Danho Paulin, qui annonce un financement pour sortir ces femmes de la vulnérabilité. Générosa Koulibaly et Jean-Marc Djadji. Les averses tombées sur la ville d'Abidjan ce vendredi n'ont pas entaché la célébration de la journée mondiale des veuves. C'est avec verve que les veuves de la commune d'Atekoubé se sont donné rendez-vous pour communier avec le maire de la commune, Paulin Claude Danho. Vu tout ce qu'il fait pour nous, nous avons vraiment décidé cette année-là vraiment de lui rendre hommage, de lui dire merci. Il a eu à scolariser nos enfants et le plus souvent il nous donne des vivres pour nous soutenir financièrement. Celles qui sont malades, il les assiste. Il fait beaucoup pour nous. Beaucoup pour elle, mais pas assez pour Paulin Claude Danho. Aujourd'hui encore, il fait parler son cœur. Vous avez souhaité avoir des activités génératrices de revenus pour pouvoir vous prendre en charge. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous offrir 10 millions de francs pour acheter des broyeuses et des lessives. Je prie Dieu que vos activités génératrices de revenus vous permettent d'avoir les moyens pour vous occuper de vos familles. Je vous donne l'assurance que vous pouvez compter sur moi, comme vous l'avez fait par le passé. En plus de la somme de 10 millions de francs CFA, le premier magistrat de la commune d'Atekoubé offre aux veuves une subvention de 5 millions de francs CFA afin de subvenir à leurs éventuels besoins sanitaires. Et nous retrouvons dans l'élément qui suit d'autres femmes dans un angle différent. Elles sont jeunes et sont épris de la musique rap dans l'univers très masculin du rap ivoire. Rappeuses talentueuses, elles s'imposent. Découvrons Marla, Kidzi ou encore Drea dans un dossier spécial Fête de la musique réalisé par Sephora Zeki. Regarde le trou, tu ne vois que mes pieds là, elles coulent comme si j'étais en hauteur. La musique, l'art de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Cette science est célébrée dans ce mois de juin, partout dans le monde, à travers la fête de la musique. En cette célébration, tous les genres musicaux ont leur place, notamment les rythmes urbains en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans l'univers du rap féminin. Après l'épisode de Sister Val, Priska et Nash, une nouvelle génération d'artistes est en train d'éclore sur les scènes ivoiriennes. On aime se mettre sous, on aime l'oseille, en effet. Malcolm, autant de questions d'actualité. Après plusieurs années de léthargie, il faut attendre les années 2012 pour voir un regain d'intérêt des femmes pour le mouvement hip-hop. Les femmes ivoiriennes s'intéressent de plus en plus à la musique et sont nombreuses à vouloir faire du rap. Malgré son côté très masculin, le rap n'a pas échappé à cette tendance.
Ces nouvelles figures viennent donner une nouvelle dynamique au game. Nous vous emmenons dans l'univers des filles du rap ivoire. Riviera Palmeret, c'est ici que vit Kidzi à l'état civil, Muriel Niali. Bonjour la RTI. Fille de parents eux-mêmes musiciens, c'est très jeune qu'elle est chopée par le hip-hop. Ses influences, le rap américain. Je me suis lancée concrètement dans la musique à partir de 2017. Et si je me rappelle bien, c'est en 2018 que j'ai sorti mon tout premier freestyle qui, par la grâce de Dieu, j'ai été félicitée par tout le monde. Son style musical uni et ses relances à et ironie résonnent auprès de nombreux auditeurs ivoiriens. Pour notre jeune rappeuse, ce genre musical est un moyen d'affirmation qui est tout de même parsemé d'embûches. Jedidja, sa sœur aînée, nous explique comment Kidzi a su imposer sa musique à toute sa famille. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, on s'est rendu compte que c'est vraiment quelque chose qu'elle veut faire. Mais comme bons parents, comme bonne grande sœur, on lui a dit « Focalise-toi dans un premier temps sur tes études. Et après, on verra pour la musique. » Jeune diplômée en ressources humaines et communication, Kidzi baigne dans un environnement dominé par le rap. Marla, 20 ans, démarre sa carrière dans le rap à l'âge de 16 ans. Influencée par le groupe Kiff No Beat, sa punchline Happy l'a très vite propulsée. La rappeuse a su imposer son style en moins d'une année. Elle a réussi à conquérir un public fidèle et de plus en plus jeune. C'était plus la Marla du quartier qui rappait dans le quartier à ses amis et tout. Maintenant, il fait des shows, tout ça. Donc, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Et puis, ça a créé en moi une vraie passion. À l'école, à la maison et même au quartier, Marla ne jurait que par le rap. Le fait que les filles s'imposent, elles se révèlent comme ça. Vu qu'il n'y a pas assez de jeunes filles, il n'y a pas assez de filles même dans le game ivoirien, c'est vraiment bien. Elle a un rêve tout de même, celui de faire un featuring avec la star internationale Alpha Blondy. Un autre avec Didi B et Damso, un rappeur belgeo-congolais. Les rappeuses ivoiriennes frappent aux portes des maisons de disques. Elles ont su attirer l'attention des majors. L'une d'entre elles, Drea. Entre le studio et les shows télé, la rappeuse a un calendrier bien chargé. C'est à Boaké que son amour pour la musique hip-hop se prononce. Ça a commencé au lycée avec un groupe d'amis. Voilà. À la base, moi, je les accompagnais juste dans les refrains et tout. Des grands frères qui nous approchaient, sinon nos amis et tout, qui nous disaient, au lieu de chanter comme ça dans le vide, pourquoi ne pas essayer de faire une carrière musicale? Et je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2020, comme ça, avec des vidéos freestyle et tout. Donc c'est la première vidéo qui a été virale et puis depuis lors, c'est Drea la rappeuse. Drea a su s'imposer dans cette musique, bien qu'étant étudiante. Je pense que les études que je fais, la musique que je fais, il y a quand même un lien, voilà. Donc si je fais la musique toute ma vie, c'est-à-dire que peut-être demain, il peut devenir directrice communication d'une société de musique, directeur artistique, c'est qu'elle suivait toujours chanter. Toutes ont des styles différents, mais une chose les rassemble. Elles livrent des tests honnêtes avec des paroles inspirantes et des mélodies envoûtantes qui permettent à leur musique de toucher toutes les générations. Ozone Afrique Bamba, l'un des pionniers du rap ivoire, aujourd'hui animateur télé et radio, est en admiration. Avant, les filles, elles manquaient beaucoup de confiance en elles. Il n'y avait pas beaucoup de clips de rappeuses, elles ne prenaient pas la carrière en main comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de business dedans aujourd'hui, elles sont beaucoup sollicitées, donc elles ont un très bon positionnement aujourd'hui dans le rap en Côte d'Ivoire. Pour que ces jeunes rappeuses tiennent haut l'épave dans le jeu artistique moderne, elles doivent innover. C'est l'avis de Delors Inabo, juriste et agent d'artiste. Elles viennent en puissance parce que elles en ont dans le coffre. Elles ont du texte, elles ont de la structure, elles ont de la musique, elles ont leur féminité pour elles. Quand tu mets dans le rapport bad girl et sensualité, ça produit quelque chose. Les jeunes rappeuses ivoiriennes sont un véritable symbole d'espoir pour la jeunesse africaine. Elles ont su se faire une place de choix à travers leurs tests et leurs punchlines dans le game. La fête de la musique est donc l'occasion de les mettre en lumière. Voilà, un dossier sur le rap féminin, un style, une musique plein de charme avec ces jeunes femmes ivoiriennes. Nous partons à présent dans le nord du pays, où une société minière investit dans la réhabilitation d'un hôpital. Dans un peu plus de 6 mois, l'hôpital général de Mbingué répondra davantage aux besoins des populations. Une centaine de millions de francs CFA sont engagés pour financer les travaux et également équiper cet hôpital en plateau technique de pointe, selon ce reportage de Godefroy Okambawa.
À travers cette signature de convention, la société propriétaire de la mine de Tongon s'engage à décaisser plus de 200 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'hôpital général de Mbengue dans la région du Poro. Elle assume ainsi sa responsabilité sociétale vis-à-vis des populations. Les travaux de rénovation concernent entre autres l'infirmerie, la maternité et le district sanitaire. Le plateau technique de l'édifice sera également renforcé. Chacun est concerné par la santé. Chacun peut venir ici pour se faire soigner. Cette distance est plus proche que Korobo ou Bouaké. Si le centre est réhabilité, je pense que ça contribuera, je dis, à plus de 80% à s'occuper de nos populations. La réhabilitation de l'hôpital général de Mbengue est lancée pour une durée de 6 mois. Que de bonheur pour le personnel soignant et les populations à l'idée de savoir que le système sanitaire connaîtra une amélioration. À travers ce don, c'est du matériel qu'on aura, c'est des bâtiments qu'on aura et tout ça va contribuer en fait à offrir une meilleure qualité de soins. Et donc c'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons donc la livraison de ce projet pour le bien de la population. Depuis le début de l'entrée en production de la mine de Tongon en 2010, ce sont plus de 9,6 milliards de francs CFA que la société minière a consacré au volet développement communautaire des populations des villes et villages environnants. 1 milliard a été exclusivement attribué au domaine de la santé. Nous restons toujours dans le nord du pays avec le député de Wongolo-Dougou qui effectue une tournée pour la promotion des valeurs de paix dans plusieurs localités de ce département. C'est un reportage de Charles Tatou. Torla, c'est le village dans le département de Wongolo. Ici, les femmes et les jeunes ont compris la nécessité des groupements coopératifs et associatifs. Un système organisationnel en faveur de la lutte contre la pauvreté dans les villages, aussi apprécié par les élus et cadres de la région. Pour permettre la pérennisation de leurs activités génératrices de revenus, le député de la circonscription de Wongolo-Kawala y a effectué une visite de travail. Objectif, promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Pour Traoré Drissa, sans la paix, il ne peut avoir d'action de développement. Il exhorte les populations rurales à l'unité et l'attente. Des messages de paix et de cohésion sociale suivis de dons, de bâches, de chaises et d'ustensiles de cuisine aux différents groupements associatifs. Vous saviez, partout où il s'agit de vivre ensemble et de cohésion, nous sommes à ce rendez-vous parce que c'est le plus important des rendez-vous. Donc nous sommes heureux d'être ici. À la jeunesse, je leur dis de regarder dans la même direction que les sages. Nous remercions Antoine César parce que vraiment c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de dons à notre village. Vraiment, que ce soit vraiment du côté matériel ou financier. En tout cas, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup en tout cas pour l'association, qui œuvre en tout cas pour la cohésion sociale. Remise officielle des dons et prestations des danses du terroir ont marqué la fin de la visite de travail. Et nous retrouvons Sidonie Davila, envoyée spéciale en Sierra Leone où se tiendront demain élections législatives municipales et également présidentielles. Et sur ce scrutin pour la magistrature suprême, dans ce pays sont enregistrés 12 candidats en lice. Si ce poste suprême attire du monde, il demeure plein de défis suivant le regard de nos envoyés spéciaux. Alors que la Sierra Leone se prépare à une élection présidentielle cruciale ce samedi, le pays fait face à des défis aussi nombreux que variés. J'attends du nouveau président qu'il baisse les prix des denrées alimentaires dans ce pays. La situation est due à la valeur du dollar qui rend le business difficile dans ce pays. J'attends du nouveau président qu'il ait un leadership parce que les années antérieures, les choses ne se sont pas bien passées. Je souhaite que les élections se déroulent dans le calme et la sérénité. Pas de problème, pas de violence. Le président nous assiste dans la prise en charge de la scolarité des enfants parce que nous payons beaucoup pour ça. Les jeunes constituent une part importante de la population sierra-léonaise. Ils expriment des besoins.
unique. Tout ce que nous voulons, c'est un plan pour l'avenir. Un avenir meilleur des jeunes dans ce pays, parce que nous souffrons énormément. Nous venons de familles pauvres. Ce que je veux, c'est bien m'habiller, bien dormir, me réveiller. Pour cela, on a besoin d'élections crédibles. Pour l'instant, il n'y a pas de travail. Là où on a essayé plusieurs voies, mais il n'y a pas d'issue pour le moment. Nous sommes heureux que ces élections se déroulent demain. Quand tu regardes la situation socio-économique, l'avenir est vraiment sombre. Selon ces populations, en surmontant ces défis, le futur président qui sera élu ce 24 juin pourra ouvrir la voie à un avenir meilleur pour la Sierra Leone et ses citoyens. Et toujours sur l'actualité hors de nos frontières, nous partons au Mali où 97% des voix ont approuvé le projet de la nouvelle constitution voulue par les autorités maliennes de transition. Les détracteurs du projet porté par la junte malienne le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en 2024. La participation, elle, est estimée à 39,40% au vote tenu le 18 juin dernier. Il s'agissait du premier scrutin depuis que les militaires ont pris le pouvoir en août 2020. Et voilà, c'est le point final de ce journal. Merci de nous avoir suivis.